Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 16 octobre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette cérémonie solennelle ce jeudi matin de la rentrée académique 2025-2026 de la 5e promotion de l'école d'état-major de l'école militaire supérieure du Niger. C'était dans l'enceinte de la dite école sous la présidence du chef d'état-major des armées assurant l'intérim du ministre ministre de la Défense nationale. Il y avait également plusieurs officiers des forces de défense et de sécurité. Le point avec Boubacar Ibrahim et Soumel Abdoulaye. Placé sous la présidence du général de division, chef d'état-major des armées, cette cérémonie solennelle marque la rentrée académique 2025-2026 de la 5e promotion de l'école d'état-major de l'école militaire supérieure du Niger. En présence du général de brigade Moussa Diallo, chef d'état-major des armées du Burkina Faso, du général de division Omar Diarra, chef d'état-major du Mali et de plusieurs autres invités civils et militaires, le commandant de l'école militaire supérieure a dans le discours prononcé pour la circonstance situé les objectifs assignés au commandement de l'école. Le colonel-major Rafiou Koulibaly n'a également pas manqué de préciser les domaines d'enseignement dispensés. L'objectif assigné par le commandement à l'école d'état-major est de former les futurs officiers d'état-major en tant qu'officiers traitants ou rédacteurs aux travaux qu'ils auront à effectuer au sein des cellules des différents types d'état-major, organiques ou opérationnels, dans le cadre d'un conflit interétatique, d'une guerre irrégulière ou éventuellement d'une opération de maintien de la paix. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque la rentrée académique 2025-2026 de la 5e promotion de l'école d'état-major. La scolarité de l'école d'état-major met l'accent sur les domaines d'enseignement suivants. Les méthodes de raisonnement général et tactique, l'emploi des forces du niveau tactique respectivement, la maîtrise du niveau 4 correspondant au groupement tactique interarmes, qui est le niveau de la conduite de la manœuvre tactique interarmes, et une bonne connaissance du niveau 3 correspondant à la brigade interarmes, qui est le niveau de conception de la manœuvre tactique interarmes. Les procédures de communication écrite et orale en état-major, la maîtrise de l'anglais opérationnel. Les menaces hybrides telles que le banditisme armé et la guerre informationnelle imposent aux forces armées une adaptation permanente, dira le chef d'état-major des armées du Niger dans son allocution officielle. Allocution dans laquelle le général de division Salaou Barmou a, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, salué l'implication des plus hautes autorités de l'amélioration des compétences au sein des corps habillés. L'école militaire supérieure, creuset de l'élite militaire de notre pays, ouvre en ce jour solennel sa porte à la 5e promotion du cours d'état-major au titre de la rentrée académique 2025-2026. Cette rentrée intervient dans un contexte stratégique exigeant, marqué par une instabilité sécuritaire persistante dans notre sous-région et notamment dans l'espace sahélien. Les menaces hybrides telles que le banditisme armé et la guerre informationnelle imposent à nos forces armées une adaptation permanente. Face à ces défis, la compétence, la rigueur intellectuelle et la capacité de commandement de nos cadres militaires deviennent de facto des impératifs de succès. D'où la nécessité d'affûter davantage tous nos outils intellectuels, doctrinaux et éthiques. Dans ce cadre, l'école militaire supérieure devra poursuivre les efforts de formation des officiers pour mieux les préparer à commander, à penser pour vaincre toute adversité. De ce fait, le cours d'état-major n'est pas seulement un passage obligé dans la carrière d'un officier, il est également une école de pensée militaire, un laboratoire, un lieu d'échange et de construction doctrinale. C'est donc ici que se forgent les esprits capables de concevoir, de planifier et conduire les opérations d'envergure, poursuit le général Salaou parlant de l'école militaire supérieure.
A préciser enfin qu'ils sont au total 35 officiers et stagiaires, dont 23 des forces armées nigériennes, 4 de la gendarmerie nationale, 4 de la garde nationale du Niger, 2 du Burkina Faso, 1 du Mali et 1 du Tchad, qui auront assuré cette formation dans une durée de 9 mois. Merci Boubacar. Suite à notre série de décryptage de l'épilepsie, aujourd'hui nous nous sommes intéressés au comportement à adopter devant un cas d'épilepsie. Suivons à cet effet les explications du docteur Mahadi Moussa Konaté et le neurologue. Alors, quand on est témoin d'une crise épileptique, c'est de garder son sang-froid. Un patient qui se met tout de suite à convulser, la crise la plus classique, il faut libérer l'espace. Il faut éviter de tenir le patient parce qu'il peut se fracturer. Il faut le laisser faire la crise. Il faut dégager tout ce qui est à côté de lui jusqu'à ce que la crise passe. Le plus souvent, la crise s'arrête en quelques secondes, maximum 1 minute ou 2 minutes. L'épilepsie peut avoir beaucoup d'impact sur le quotidien des patients. En premier lieu, un patient épileptique ne doit pas conduire. Alors, si vous dites à un monsieur, un Nigérien qui mène une vie moyenne, de ne pas conduire pour aller au travail, là ça pose beaucoup de problèmes. Et il y a certains types de travaux que le patient épileptique ne doit pas faire. C'est-à-dire un travail qui va requérir un état de veille nocturne, un travail qui va requérir un état de stress soutenu, l'exposition à du feu, ou bien il y a tant d'autres, je ne peux pas être exhaustif, mais le patient épileptique, ce n'est pas tout travail qu'il peut faire. Voilà. Donc ça peut avoir bel et bien un impact sur sa vie professionnelle. Mais si le patient épileptique prend ses médicaments, respecte l'hygiène de vie, je vous assure qu'après un certain temps, le plus souvent on dit 1 an de traitement sans crise, on l'autorise à conduire. Voilà. Et puis il peut mener sa vie professionnelle comme avant, comme si rien n'était. Merci docteur Moussa Mahadi Konaté, neurologue, sur le comportement à adopter face à un cas d'épilepsie. Merci docteur. Et le prochain numéro va porter sur les conseils face à cette maladie. Parlons à présent d'un phénomène qui prend de l'ampleur à travers le monde, c'est l'intelligence artificielle IA. Cette branche de l'informatique qui joue un rôle important dans le domaine du numérique. Avec IA, tout est possible de nos jours. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette pratique? Suivez le reportage de Simal Moumouni. Je ne suis pas réel, je suis une IA et je peux t'aider à faire la publicité de tes produits. Étape importante dans le développement numérique, l'intelligence artificielle IA et la capacité d'une machine à travers des programmes ou algorithmes imiter l'intelligence humaine, que ce soit pour résoudre un problème, prendre une décision ou analyser des données. Ce système révolutionnaire offre de multiples opportunités. Il y a la possibilité d'utiliser plusieurs sources de données disponibles en ligne pour vous aider à, par exemple, prendre des décisions. Aujourd'hui, avec ces outils-là, on a la possibilité de cartographier certains indicateurs au niveau, par exemple, du Niger, de prendre une décision relativement à des aspects sociaux du Niger. Avec l'IA aussi, on peut améliorer notre défense en termes de sécurité. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipements, d'outils de sécurité, notamment les pare-feux, les routeurs qui intègrent ces outils-là d'intelligence artificielle qui nous aident dans la partie défensive. Par exemple, ils permettent de détecter une menace externe ou même interne et de la contrer sans intervention humaine. Aussi, avec cet outil-là, on a la possibilité de gérer un incident automatiquement. Un incident peut intervenir sur votre comment on appelle ça, dans votre réseau, et que, par exemple, ça peut être de nuit, vous êtes à la maison, l'incident intervient, le temps que vous vous déplacez, si vous devez intervenir manuellement, ça va prendre du temps et ça peut aggraver l'incident. Aujourd'hui, avec les outils IA intégrés dans les outils, dès qu'un incident arrive, il y a la possibilité, si c'est un incident par exemple de premier niveau, deuxième niveau, que ces outils-là les prennent automatiquement en charge. Donc on gagne en termes
de prise en charge d'incidents et de réactivité dans la réponse aux menaces. Aujourd'hui encore, avec l'intelligence artificielle qui est là, nous savons qu'au Niger, il y a certes du retard par rapport à l'usage des technologies parce que les gens, tout simplement, n'ont pas été sensibilisés aux opportunités que cela offre. Mais on constate aussi que de plus en plus, il y a des gens qui sont en train d'être sensibilisés à l'intérieur du pays pour pouvoir, par exemple, faire du digital marketing en utilisant l'IA et puis les solutions technologiques en ligne, en se formant localement sans besoin d'aller faire des grandes écoles, etc. Néanmoins, son utilisation par une mauvaise personne, l'IA devient également une menace dont on peut citer la désinformation véhiculée généralement sur les réseaux sociaux, d'où la vigilance doit être de mise afin de déceler les images générées par l'IA. La première solution pour repérer une image réalisée par une IA ou pas, c'est vraiment la méthode traditionnelle, la recherche d'images inversée. Ça fonctionne toujours. Vous mettez la photo dans Google, vous demandez au niveau de l'icône photo, Google vous trouve là où il a vu la photo pour la première fois. Donc déjà, ça vous guide beaucoup. Après, dans le contenu même de la photo, vous pouvez regarder la composition de la photo. Si par exemple, ça vous dit que ce monsieur-là, il est au Niger, par exemple, de par les traits des visages, de par l'environnement que l'IA a créé, vous pouvez savoir si cet environnement-là, c'est un environnement du Niger ou pas. Parce qu'on le dit aussi, parce que ces IA-là n'ont pas été entraînés souvent sur la photographie du Niger. Ils ne connaissent pas bien le Niger. Donc si le monsieur dit cette photo c'est Agadez, alors que derrière tu vois un baobab, tu sais que c'est pas vrai. Et après il y a tout ce qu'il y a comme signalétique, des panneaux de circulation, nos routes du Niger on les connaît bien, on est d'accord. Nos plaques d'immatriculation on les connaît, les insignes que portent nos militaires on les connaît très bien. Donc ces petites précisions, pour le moment les IA ne savent pas bien générer ça. Donc si c'est une plaque d'immatriculation, vous allez voir quelque chose vraiment de bricolé, qui n'est pas une plaque du Niger, quoi, mais qui porte quand même un numéro. Si c'est une insigne, elle n'a pas exactement la forme des insignes que porte la police ou d'autres institutions publiques. Donc tout ça, c'est des aspects qui peuvent vous aider. Et il y a vraiment aussi l'environnement, je le disais. Il faut regarder les arbres, les animaux qui sont dans la scène. Est-ce que c'est des animaux qu'on retrouve au Niger ou pas? Malgré que ce soit un système technologique révolutionnaire, l'IA ne comprend pas les émotions ou les contextes humains comme le fait un humain. Un zoom à présent sur l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Là-bas, c'est pour vous faire découvrir l'histoire des écritures arabes et adjami et leur conservation. Reportage Nafissé Haya et Ibrahim Abdou. L'histoire du département des manuscrits arabes et adjami de l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH de l'Université Abdou Moumouni de Niamey est intimement liée à l'initiative prise par le feu Boubou Hamma, président de l'Assemblée nationale du Niger de 1958 à 1974. La mission consacrée à ce département est essentiellement liée à la préservation, à la sauvegarde, à la conservation et à la valorisation du patrimoine arabo-islamique manuscrit au Niger. Ce département fait partie des 6 départements scientifiques de l'Institut de recherche en sciences humaines. Son histoire remonte à la période de Boubou Hamma. Boubou Hamma, c'est le pionnier au Niger en matière de collecte des anciens manuscrits au Niger. Les premiers manuscrits étaient restés dans sa bibliothèque personnelle à l'Assemblée nationale. Après le coup d'État de 1974, ces manuscrits ont été transférés à l'Institut de recherche en sciences humaines et on crée donc ce département. Nous avons un fonds évalué à 4500 manuscrits. Les 4000 manuscrits ont été catalogués grâce à l'appui de la Fondation Al-Furqan pour l'héritage et la culture islamique basée à Londres. Donc on a 8 volumes de catalogue, du 1er au 8e. Et chaque volume tient sur 500 manuscrits.
Donc on a 4000 manuscrits qui sont catalogués. Il y a les 500 qui ne sont pas catalogués. Avec le projet de prospection, d'acquisition des manuscrits à l'intérieur du pays, nous avons encore acquis plusieurs manuscrits. Donc le 9e volume du catalogage des manuscrits est en cours. Dans ce département, les manuscrits proviennent d'horizons divers entre la Mauritanie, le Tchad, le Nord Nigeria et les autres régions du Niger. Ils sont de 2 catégories et traitent principalement de l'histoire, des notices hagiographiques des personnalités célèbres, de la jurisprudence islamique, de la pharmacopée traditionnelle, des sciences occultes, de la géomancie, etc. etc. Maintenant, avec tous les chefs, en tout cas du département qui se sont succédés, ont abattu un travail immense dans le cadre de la valorisation de ces manuscrits, à commencer par donc, le catalogage. Une des références de relecture de l'histoire du Niger et même de l'Afrique, ces témoins du passé sont toujours conservés de manière archaïque. La conservation est archaïque et rudimentaire. Voyez-vous, les manuscrits sont conservés dans des armoires métalliques, ce qui n'est pas en tout cas bien indiqué dans le cadre en tout cas de conservation des manuscrits. On vit dans un état sahélien où la température est élevée et du coup aussi les manuscrits sont conservés dans des armoires métalliques. Donc ça met la chaleur, met les manuscrits à rude épreuve. C'est pourquoi dans le cadre du projet, nous sommes en train de revoir cette manière de conserver les manuscrits qui est très ancienne et en fabriquant des armoires en bois. Parce que les anciens manuscrits sont très fragiles et sont exposés aux attaques biologiques et à la chaleur aussi. C'est pourquoi la numérisation de ces manuscrits s'avère nécessaire. Une fois les manuscrits numérisés, inventoriés, et ça donne plus de visibilité au département. Et les chercheurs n'ont pas besoin de se déplacer si ces manuscrits sont numérisés. Et c'est facile de consulter donc, notre site et de voir en tout cas les titres de ces manuscrits. Donc c'est très important le travail de numérisation et quand on suit des règles juridiques. Rappelons que le département arabe et adjami de l'Irch est l'unique centre au Niger qui fournit des informations essentielles sur le mode de vie, la culture et l'histoire précoloniale et coloniale des peuples qui vivent sur les 2 rives du fleuve Niger. Estine Fissa, bouclons ce journal avec du sport et c'est pour parler de la participation de l'équipe nationale du Niger, le MENA, aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Niger a fait une brillante prestation et a occupé 6e place de meilleure équipe donc, du continent africain. L'équipe du Niger a regagné Niamey le mardi passé où les joueurs ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Et dans la ville, les supporters aussi expriment leur satisfaction. Reportage Ismaël Moumouni. Éliminé à un pas des barrages par goal à virage, le Niger est classé 2e du groupe E derrière le Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le MENA a réalisé un bon parcours en étant 6e meilleure 2e équipe d'Afrique. Ce résultat est plus que satisfaisant et c'est l'occasion de féliciter le staff technique, la Fédération nigérienne de football et le ministère, en tout cas pour l'effort consenti. Aujourd'hui, finir 2e de son groupe, finir parmi les meilleurs 6e des meilleurs 2e de cette compétition, parce que ce n'est une des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et vraiment, il faut se féliciter de ce résultat. Ceci démontre tout simplement que le travail déjà abattu depuis de longue haleine est en train de payer.
Aujourd'hui, depuis l'arrivée du technicien marocain soutenu par les techniciens nigériens à l'image de Zakaria Ibrahim, nous sommes en train de constater un certain changement dans ce groupe. C'est une première que le Niger termine les phases des éliminatoires de notre Coupe du Monde à la deuxième place. On ne peut que se réjouir de cette prestation. C'est vrai qu'on a espéré jouer les barrages ou pourquoi pas le mondial, mais il faut aller petit à petit. L'objectif du Niger, c'était de préparer une équipe compétitive pour attaquer les prochaines éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec ce qu'on a vu récemment, ça veut dire que le Niger peut espérer un bon début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et prétendre avoir une bonne équipe avant le mois de mars où les éliminatoires vont commencer. Terminer deuxième derrière le Maroc qui a fait un sans faute, 8 matchs, 8 victoires. Je dirais que ce n'est pas du tout donné à n'importe quelle équipe, surtout que le Niger, ça fait 5 ans, le Niger joue ses matchs à domicile, à l'extérieur. Le bilan est satisfaisant, le bilan est salutaire, le bilan est honorable parmi des grands. Le Niger se classe 6e des meilleurs deuxièmes de chaque groupe. Je dirais que vraiment c'est un parcours formidable. C'est vrai. Nous allons continuer à saluer, continuer à encourager ces jeunes qui ont mouillé le maillot. Malgré ce bilan positif du MENA, ces chroniqueurs sportifs nigériens ont formulé des recommandations à l'endroit de l'État et l'équipe pour les prochaines rencontres. Nous évoluons pratiquement depuis plusieurs années hors de chez nous. Le Niger est obligé d'aller jouer au Congo, d'aller jouer au Burkina, d'aller jouer au Maroc surtout. Et l'absence de notre stade aujourd'hui est un véritable handicap. Il faut que les moyens financiers suivent. Il faut que l'État du Niger se remette en cause pour essayer de voir dans quelle mesure commencer les travaux de rénovation du stade général Séné-Kountié, parce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas du tout plaisir de voir le MENA jouer tantôt au Maroc, tantôt au Burkina ou dans un pays de la sous-région, parce que le stade général Séné-Kountié n'est pas du tout homologué. Ce qu'il faut faire, il faut maintenir la dynamique, il faut faire suivre les moyens financiers à cette équipe et il faut penser rénover le stade général Séné-Kountié pour permettre, pour une fois de bon, au Niger de jouer à domicile. Ce qu'il faut corriger à l'avenir, c'est dès au départ qu'on corrige, c'est dès au départ qu'on cherche les points. Pas laisser à la dernière minute pour chercher les points. Parce que on avait mobilisé l'ensemble des Nigériens pour dire que le MENA est au bout du nez pour sa première qualification historique aux éliminateurs de la Coupe du Monde. Donc il ne fallait pas chercher que le Nigeria tombe ou le Cameroun tombe ou la RDC tombe pour qu'on puisse avoir cette qualification. Il fallait la façon dont les joueurs se sont cravachés, la façon dont les joueurs se sont mobilisés, se sont engagés et pour décrocher ces 6 points, il fallait le faire dès le début. Être parmi les meilleurs deuxièmes du continent, cela relève d'un exploit. Voilà ce que le MENA a réalisé pour les Nigériens et l'ensemble de ses supporters. Le MENA a ainsi conquis les cœurs des supporters au-delà même des frontières. Allez, 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 MENA, levez les bras, allez. Merci Ismaël Moumouni. Du courage donc au poulain de Badou Zaki et bonne chance pour la suite. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.